top peu du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, le bar aujourd'hui il est pas là, mais vous pouvez voir qu'on est dans un endroit où on a largement de quoi faire niveau alcool. Et je suis en compagnie d'Alexandre qui est ici avec moi et on est parti pour l'épisode numéro 4 de Blabla au rhum, cette fois-ci en physique. Merci, ça fait du bien. Juste un petit instant, avant qu'on continue la vidéo, c'est pour vous dire qu'on a un petit code promo Bar de l'ours pour tous ceux qui souhaiteraient s'abonner au format papier plus numérique de Rumporter. Vous avez un code promo de 20%, Bar de l'ours, qui est disponible jusqu'au 20 mars. Voilà, c'est tout, c'est cadeau, c'est en plus, ça fait plaisir. Bon blabla au rhum. Donc bonjour Alexandre. Salut. Merci de nous recevoir ici. Eh oui, ici. Dans le chai. Dans le chai. Dans le chai. On est donc dans la région de Cognac. Donc forcément, j'imagine qu'on a du raisin à droite et à gauche. Il y a quelques hectares là. Ouais. il y en a qui sont jolis. Là, ça, je peux vous dire que c'est joli. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te représenter un petit peu, nous redire ce que tu fais, comment tu es arrivé là-dedans, et puis nous parler bien évidemment aussi de Rumporter, puisque c'est aussi pour ça qu'on est là, parce qu'on va parler rhum, bien évidemment, même si on est en région Cognac. Et oui, donc Alexandre Vincier, donc les gens me connaissent souvent pour le magazine Rumporter, yes. dont je suis le cofondateur, donc ça c'était en 2013, et donc le rédacteur en chef, donc ça va. Ouais, j'allais dire 2013. Bientôt la 10e anniversaire. Il va falloir préparer quelque chose l'an prochain. Pour l'année prochaine. Ça nous laisse encore un peu de temps, il n'y aura plus de Covid, ça va être sympa. Très sympa. Et voilà, ou aussi, concomitamment aussi, il y avait eu mon premier livre à l'époque sur le rhum qui était sorti, donc en 2014. Donc j'ai lancé les deux en même temps en fait, le magazine et le premier livre sur le rhum, donc qui s'appelait 101 rhum à découvrir. Ouais. J'ai d'ailleurs le premier que tu as fait, puisqu'il y a eu une réédition, c'est ça Il y a eu une deuxième couverture, puis une seconde édition en 2016 avec 120 rhum, et allez, je peux le dire maintenant, très bientôt sort 151. D'accord. Donc à chaque fois, c'est vraiment des mises à jour complètes et plein de nouvelles destinations, des nouvelles séries, des nouvelles versions, des nouvelles informations, ainsi de suite, toujours pour aller toujours plus de culture autour du rhum, parce que c'était ça aussi. Rumporter, c'est le magazine non pas seulement du rhum, mais de la culture rhum, parce qu'effectivement, pour moi, les spiritueux sont des produits culturels, gastronomiques, culturels, les ambassadeurs des territoires dont ils viennent à travers le monde. Et c'est une formidable invitation à la découverte. Où il y a de famille, de terroir. C'est vrai qu'on se rend compte, quand on va dans les détails, vous savez, il y a des choses assez extraordinaires des fois sur les procédés. Ok, c'est ça. Et voilà, alors après, pour la grande image, si on dézoome un peu, effectivement, ça c'est le prisme que l'on voit. Alors après, oui, j'écris aussi dans d'autres revues, comme la revue du vin de France, ainsi de suite. En France et à l'étranger, j'ai écrit des livres avant et encore aujourd'hui sur le whisky, sur les autres spiritueux, le mezcal, ainsi de suite. Donc, le cognac aussi, évidemment. Ici, on est à Cognac. Voilà, je suis le seul à avoir goûté toutes les maisons de cognac. C'est vrai? Voilà, les 400 et quelques maisons de cognac commercialisent des bouteilles. Il y a celles qui produisent plus. Donc voilà, ça c'est un truc. Donc je travaille aussi sur les encyclopédies du cognac. D'accord. Donc voilà, il y a le rhum, le cognac. À l'origine aussi, donc moi je viens du monde du whisky. Ok, d'accord. Avec vraiment une ouverture sur tous les spiritueux. Et donc où j'ai commencé en tant que responsable de la sélection à la maison du whisky. En 2006, voilà, je travaillais dans la finance et je dis la vie, on peut la vivre, on peut la goûter, on peut la voyager, on peut échanger. Et finalement, je voulais toujours travailler un peu dans les produits culturels, genre la production de cinéma. Et finalement, ce qui est le plus proche, c'était les spiritueux. Donc voilà, les whisky japonais, toutes ces choses-là, c'était le tout début. Et puis après, l'ouverture à plein de rhum. Et puis aller concurrencer du gars à l'époque, toutes ces choses-là, quoi. C'était le jeu. Et même ça a été un des antécédents en fait à Rumporter et tout ça, parce que j'avais déjà écrit un livre sur le whisky et en fait j'avais à un moment pris la responsabilité aussi de Whisky Magazine, que j'ai transformé en Whisky Magazine and Fine Spirits.
D'où l'entrée des brandy, cognac et armagnac dans le magazine, mais aussi le rhum. Et c'est à cette époque-là aussi où on a commencé à faire venir d'autres marques de rhum, même Vélier et ainsi de suite, qui étaient inconnus en France. Donc on les a... Et on parle d'une époque où le rhum était quand même assez restreint. Le rhum était là, en quelques années, ça a explosé. Ça se vendait pas, les vieux rhums. À l'époque, même un Caroni 83, fallait se battre pour le vendre à moins de 100 €. D'accord. Donc on en a bu, nous. On l'a pas que goûté. On en a bu parce qu'à l'époque, on en avait plein. Et c'était, ils se rendaient compte. Nous, on avait ça dans le whisky. On savait que c'était un peu les derniers des Mohicans, mais on voulait faire comprendre ça aux gens, comme on avait réussi à bien l'expliquer sur le whisky, dire effectivement, il y a aussi énormément de spécificité dans le rhum. Mais c'est encore plus complexe. Ah, ça sent la prune. Ça l'a marqué. Donc tu nous as parlé de Rhum Porter, qui est, on en a un exemplaire ici, le voici, le voilà, vous voyez. Mais vous connaissez forcément parce que j'en ai déjà parlé. Donc normalement, si vous êtes sur la chaîne, vous connaissez forcément. Et si vous vous intéressez au rhum, vous êtes obligé de connaître Rhum Porter. Ok, c'est bon, c'est compris. Voilà. Non, on s'est entendu. Donc Rhum Porter. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est du coup, toi qui es multispiritueux, pourquoi Rhum Porter? Pourquoi le rhum? Est-ce que c'est parce que il y avait quelque chose à faire? Est-ce que c'était parce que c'est un alcool qui, du coup, t'a peut-être séduit sur d'autres facettes? Pourquoi? Comme je dis, moi, ma vision, elle a toujours été de dire que les spiritueux sont un produit culturel. J'ai ce biais-là, c'est ma vision des choses. Pour moi, ça fait partie de la culture de connaître les vins, les bières et les spiritueux. Et après, en fait, il y a certaines familles de spiritueux où on peut peut-être plus facilement tomber dedans. À l'époque, c'était le whisky parce que effectivement, les single malt, ainsi de suite, là, on découvrait plein de nouvelles saveurs et ainsi de suite. Mais en même temps, c'est vrai que professionnellement, voilà, je travaillais beaucoup sur ça, mais j'avais cette envie de voir un peu plus de pays que le Japon, l'Écosse, l'Irlande et ainsi de suite. C'est vrai que c'est sympa. J'ai passé 6 mois au moins en Écosse. C'est magnifique. Faut y aller. Et on y fait du rhum maintenant. Faites attention. Ils font du rhum. Il y a au moins 5 ou 6 distilleries maintenant et l'Institut de recherche travaille spécifiquement là-dessus. C'est l'Institut de recherche du whisky écossais travaille sur les rhums. D'accord. Donc, il va y en avoir de plus en plus. Et très bien fait techniquement. Donc ça c'est intéressant, mais en fait je me suis pris de passion pour les tequilas, mezcal et les rhums en fait. C'était un peu tout ça à l'époque, et puis de l'univers de la mixologie, les cocktails vraiment gastronomiques, on va dire, étaient vraiment émergents à cette époque-là, 2006, 2008, ainsi de suite. Et il fallait aussi des bons produits pour les bars, et effectivement nous on avait des super whisky, du whisky japonais et tout, mais il fallait d'autres produits. Et c'est vrai que là le rhum, quand tu regardes, t'es là, tu te dis alors en géographie ça va, Guyana je savais le situer, tous les pays ainsi de suite. Après c'est retrouvé exactement à l'époque dans l'arc de la Caraïbe, savoir où sont chaque pays, reconnaître les drapeaux. Tu me demandes où est le Belize. Alors maintenant je pourrais à peu près te le situer géographiquement, mais Belize c'est où? Je sais pas. Le Honduras britannique. Ah oui, ouais. C'était c'est pour ça que c'est un pays qui était anglophone et hispanophone. Non, c'est des trucs, tu dis. Non, c'est là où effectivement c'est un vrai challenge, et autant tu peux te sentir d'une région, d'un pays européen et ainsi de suite, mais ensuite si tu veux être un vrai citoyen du monde, il faut connaître tout ça. Ouais. Et c'est ce que je dis, moi j'aime bien voir le monde à travers un alambic en fait. Tu vois, quelque part, ça te téléporte chez un producteur. Tu échanges. À l'époque, on arrivait à échanger un peu quand même avec les emails et tout. On était à l'émergence d'Internet, des blogs. On numérisait de plus en plus de contenu, et puis on arrivait à contacter des producteurs partout dans le monde. D'accord. Ouais. Donc moi, ce que j'ai fait, mon idée, c'était de dire, on va essayer de trouver les spiritueux les plus qualitatifs ou les plus marchands et les plus traditionnels de chaque pays dans le monde. D'accord. Mais vraiment dans chaque pays dans le monde. J'ai contacté des centaines ou des milliers plutôt de producteurs à travers le monde, tu vois, d'aller chercher de l'Arak du Liban, je sais pas, j'avais même ramené de l'eau de vie de Barbarie de l'île de Sainte-Hélène. D'accord. Tu vois, ça c'est et de Sainte-Hélène, il n'y avait pas d'aéroport à l'époque, donc c'est 5 jours de bateau pour aller au Cap, ainsi de suite. Donc, même pour réussir à avoir des échantillons,
C'était un truc de fou. Et c'était ça qui était génial, c'est qu'il y avait cette opportunité, et puis en fait c'est des gens qui souvent avaient peu de développement internationaux, et se dire en fait, est-ce que vous avez envie de travailler sur un marché comme la France, Paris, ainsi de suite. Tous ces producteurs-là, ça les fait rêver, parce qu'on a une image culturelle, gastronomique, du cognac, du vin, tu vois. Et se dire, pour eux, ça a boosté, ça leur donnait confiance, et tout, de se dire, mais la France aussi, c'est pas que, je sais pas, le Londres, ou quelques trucs comme ça. C'est vraiment, je peux vraiment devenir, avoir une petite expérience internationale. Et donc là, le rhum, et puis plus particulièrement, ça a été une dégustation. Je me souviens, à l'époque, on travaillait sur un catalogue collector à la maison de whisky, donc on faisait goûter vraiment des whiskies d'exception, et des pièces de collection qui avaient été embouteillées dans les années 70, 60, jusque dans les années 30 d'ailleurs, au Whisky Live. Et là, on est allé dans la plus grande collection du monde, et donc on avait goûté des trésors, et on faisait des interludes, et dans les interludes, il y a eu des rhums, des Merara des années 60, 70, et puis bon, j'en avais déjà goûté un peu, mais là, ceux-là, j'ai dit, quand même, il y a un truc, il se passe quelque chose. Alors là, tu goûtes les vieux Jamaïcains aussi des années 40, parce qu'à l'époque, on avait ça dans l'univers du whisky, en fait, c'était les marchands britanniques qui vendaient ça, surtout. Écossais, britanniques, et puis voilà, quoi. Donc là, après, tu te prends vraiment au jeu, et puis tu te dis, allez, on va essayer d'avoir aussi, évidemment, toujours dans cette démarche-là, mais avec vraiment des trucs très, très haut de gamme de tous ces pays, de toutes ces îles, quoi. Et donc, quoi faire. Et donc, du coup, plus tu t'es intéressé au monde du rhum, et plus j'imagine que tu as découvert de trucs où tu avais envie d'en savoir plus, et de... Exactement. Ouais, en fait, le monde du whisky est une superbe école. On va dire, moi, j'avais fait mon expérience aussi un peu en Europe de l'Est. Donc, la vodka, c'est une très bonne école du goût, des défauts, des textures, de l'ardence de l'alcool en bouche. Ça, c'est vraiment la maternelle, tu vois. Après, quand tu arrives dans le whisky, surtout dans le scotch, t'apprends une grammaire. T'apprends pot still versus colonne, alcool léger plus lourd, fumé pas fumé, un peu les types de fûts. C'est finalement pas binaire, mais c'est relativement simple, et t'arrives à expliquer. Puis après, plus tu vas dans la finesse, plus tu comprends. Quand t'arrives dans le monde du rhum, et si t'es pas préparé par ça avant, chaque île, tout est différent, la matière première est différente, la façon de fermenter est différente, la façon de distiller, la façon de vire, la façon de travailler les barriques, et ainsi de suite. Les appareils sont différents. Et puis t'as même dans des distilleries qui en fait sont des agrégats historiques de tout ce qui se passait sur une île ou sur le pays. Au Guyana, il y a 13 types d'alambics différents. Tu vois, il y en a 4 à Saint-Lucie. Saint-Lucie, c'est tout petit. Pourtant, c'est une agrégation de 3 anciennes distilleries. Il y a 4 alambics. Après, tu comprends les marques que tu retrouves aussi donc en Guyana, en Jamaïque, et tu te dis, mince, en fait, une distillerie, même si elle a un matériel, elle fait 4 ou 5 produits différents. Et ça, dans le whisky, tu le vois pas ou peu, quoi. Une distillerie, quand elle fait du single malt, elle fait 1 ou 2, et parfois 3 types de single malt. C'est très très rare. En général, c'est mono. Là, t'arrives et tu dis, waouh, en fait, chaque fois, tu tombes sur un monument industriel, et ainsi de suite. Puis il y a une histoire derrière tout ça. Et donc là, tu rentres dans cette culture, tu dis voilà, ça c'est ce que vous produisez, ça c'est ce que vous commercialisez. Et là, il y a une différence, parce que nous, ce qu'on voyait, c'est ce qui sort des alambics, ce qu'il y a dans les chais, et c'est de se dire vers où on peut aller. Effectivement, tu peux dire la facilité, c'est de mettre des gros chiffres, des soleras, de sucré et tout ça. C'est ce qu'on voyait aussi à l'époque. Mais il fallait peut-être par tradition aussi. Exactement. Il y avait ces cultures-là. Il y avait de tout en fait. Et ce qu'il fallait, c'était se dire, mais en fait, comment on peut développer cet attrait-là auprès de plein de gens qui comprennent les rhums en fait, et chaque producteur, un peu comme on peut prendre de passion avec un vigneron, un truc comme ça. Et là, tu te dis, il va falloir commencer tôt, parce que c'est immense de comprendre l'univers du rhum. C'est l'univers peut-être le plus complexe qui existe finalement. C'est ce que je dis souvent, c'est qu'il y a des gens qui me disent des fois, ils sont sur d'autres spiritueux, et puis ils disent non, moi le rhum, j'ai un peu de mal, ou machin bidule. Je dis écoute, je pense que c'est peut-être parce que t'as pas trouvé celui qui te plaira, parce qu'il y a tellement une palette. Comme tu dis, c'est que tu vas même dans le même pays, avec le même outil à distiller, il suffit juste qu'ils aient pas la même variété de canne. Que le mec qui mette en route la machine, la mette en route d'une manière différente de l'autre, déjà là, tu vas avoir des différences. Donc si déjà dans le même pays, avec les outils quasiment similaires, ils te font quelque chose de différent, quand tu prends Afrique du Sud, que tu vas justement au Japon, et que tu vas à Martinique,
Ou Pérou, bah ouais, bah alors là, et c'est ce que je dis tendance, je dis que c'est tellement différent, il y a tellement de façons de le faire, comme tu viens de le dire, que c'est peut-être parce que t'as pas trouvé le rhum qui te plaira à toi, quoi. Et que c'est vrai que des fois sur le whisky, on peut se dire bon bah effectivement, on est peut-être un petit peu plus sectorisé et on est alors limité, ça serait beaucoup dire, mais on est peut-être un petit peu plus restreint sur le potentiel. Ouais. Le potentiel du whisky. Et alors aujourd'hui, c'est là où il y a le plus grand spectre aromatique, c'est sûr. Après, la force du rhum, au-delà du whisky, c'est que le whisky c'est forcément sec. Ouais. Donc déjà il y a un gap, c'est 40 degrés, il n'y a jamais de sucre, donc il n'y a pas d'amortisseur, il n'y a pas de caresse, on ne tend pas la main dans le whisky. Alors soit si tu fais un whisky coca ou ainsi de suite, mais bon là parce que tu retrouves au fond pas grand chose, un petit peu quand même, mais je veux dire il y a vraiment un gap, il faut sauter le truc et se dire allez je fais du saut en longueur et j'arrive direct dans du 40, 46, 50 degrés sans sucre, sans rien. Ça peut être une acrobatie compliquée pour des palais. Quand tu viens du vin ou de la bière, ce qui est souvent le cas, c'est loin. Et en plus, la mixologie, elle est très whisky américain. Ouais. Et en fait, les single malt, c'est quasiment rien à voir. Donc là, tu te dis, waouh, c'est super. Le rhum, il a tous les visages. C'est-à-dire que la mixologie, elle est là avec des rhums légers ou des rhums un petit peu plus lourds. T'as des liqueurs, des punches, des shrubs, des arrangés, des spices. Donc déjà, t'as tous les trucs prémixés ou à mixer qui existent. Puis après, tu peux monter en gamme, en terroir et ainsi de suite. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a déjà toute cette base-là. Un rhum en cocktail, du coup, ça choque pas. Je te sors un single malt, je fais un cocktail, tu vas me dire, je sais pas si j'ai envie d'en boire. En fait. Ça donne pas forcément envie. Alors ça peut être bon, mais c'est compliqué. Là, en fait, c'est ça qui est génial dans le rhum, c'est qu'il a tous les visages, tous les modes de consommation. Il y a aucun autre spiritueux qui a ça. C'est ça le truc, c'est que tous les autres sont déjà un peu segmentés. Lui, il offre beaucoup de choses. Donc, il peut être léger, lourd, boisé, pas boisé, vanillé, pas vanillé, sucré, pas sucré, avec des fruits, sans les fruits, ou aux aromatiques de fruits, quoi. Et là, les rhums jamaïcains, c'est funky, c'est fruité, mais là, il n'y a pas de fruits dedans. Il y a tout ça. Et puis après, il y a tous les vieillissements, et tu te dis, waouh, le potentiel du truc. Et c'est là où il y avait l'opportunité, d'ailleurs, il faut apporter, on va dire, une certaine, littérature, une culture, parce qu'en fait, tu peux aussi un peu servir de cette façon-là, en fait, d'aiguilleur du ciel, gentiment, en fait. C'est juste dire, nous, sans taper sur le doigt des gens comme certains le font, juste en éduquant. En fait, d'abord tu découvres, après tu comprends, et seulement à la fin tu peux juger et dire, en fait, ça c'est des mauvaises pratiques ou c'est des raccourcis. J'ai pas de souci. Les critiques, il en faut. Ça fait avancer le débat. Mais d'abord, il faut savoir prendre. Et donc, il faut s'intéresser à ces cultures-là. Il faut aussi faire comprendre qu'on a un double biais des fois. C'est-à-dire que nous, on vient d'une culture francophone, française. Je précise bien les deux parce que c'est pas la même chose. Et en plus, on nous a souvent inculqué, on est style français, rhum agricole. Bon, jusqu'à il y a peu, on était surtout un pays qui produisait majoritairement du rhum mélasse. C'est il y a 1 ou 2 ans seulement où l'agricole est devenu majoritaire dans la production française. Je veux dire, ça aussi, c'est une vision qui était un peu fausse. Mais justement, nous, on a dit, on va regarder les chiffres, on va poser le débat, on va essayer de comprendre. Et puis surtout, quand on va parler d'un pays, effectivement, souvent, tu peux te réduire à la grande industrie. Tu dis, il y a une grande marque avec une grosse distillerie, et c'est ça. Le rhum, je sais pas, du Guatemala, c'est ça, ou le rhum de tel pays, de parce que c'est la plus grosse qui sort, qu'on connaît, et qui commercialise, quoi. Voilà. Alors que... là, t'as la langue d'un consommateur ou d'un marchand, mais tu regardes pas la culture. Et en fait, tu vas sur place et tu te dis... Et comment eux, ils le boivent aussi. Exactement. Et puis, même, je dirais, alors là, c'est ma formation aussi qui permet de faire ça, mais c'est aussi comment il définit le rhum localement. Nous, le rhum, c'est tout ce qui est canne à sucre, et après, le vieillissement, il est optionnel. Mais on le voit, il y a des pays, c'est obligatoire, 6 mois, 1 an, 2 ans. Que ça soit en Amérique latine, en partie dans la Caraïbe ou en Australie, s'il n'y a pas de vieillissement, c'est de la guardiente. Et finalement, tu es là, tu dis, tout ce qui est rhum, c'est industriel, c'est en fût, ça demande des moyens énormes, il faut beaucoup de fûts, il faut des savoir-faire, alors que quand tu vas sur place, tu fais, vous distillez quoi? Du jus de canne. Comment ça? Les gens ils boivent de la grippe, mais on ne boit pas le rhum pur. Ils ne boivent pas la guardiente des pure, ils l'aromatisent, ils font des arrangés, souvent ils anisent. Ils adorent les aniser dans les cultures, comme la culture méditerranéenne, les Espagnols, c'est ce qu'ils ont diffusé en Amérique latine. Ils prennent des gins, ils les anisent. Ils prennent de la guardiente des cañas, ils mettent de l'anis dedans. Tout est anisé, c'est un truc, c'est les modes de conso. Et là, t'arrives et tu dis, tu peux découvrir en fait des rhums de pur jus, mais presque partout. On le voit avec le Mexique aujourd'hui.
Mais en fait, toute l'Amérique latine. Tu peux aller en Équateur, au Pérou, en Colombie, ainsi de suite. Si les gens ont des alambics, il y a forcément des champs de canne à sucre et il y a des rhums type agricole partout. Et ça, donc revenir à la réalité, même nous, c'est ce que je dis, on en découvre toutes les semaines ou tous les mois. Style alambic, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'un hybride, qu'est-ce qu'une colonne, ça c'est pas très clair. Donc là il y a tout ça qu'il fallait mettre en place et donc voilà, il faut produire des le contenant du contenu. C'est ça. Et puis donner la parole aux producteurs, parce qu'il y avait peu de magazines ou de gens qui le faisaient. Et ça, c'est vrai que vous avez souvent des focus et effectivement des mises en avant, que ce soit de distillerie ou de marque, et on a effectivement les gens qui s'expriment. Les métiers, les pays, ainsi de suite, qui puissent s'exprimer. On essaie de bien restituer leur savoir-faire, leurs évolutions, parce que c'est ça, c'est le potentiel du rhum qui est incroyable. Et puis, bien comprendre tous ces aspects-là dans le monde du rhum. Effectivement, c'est le premier magazine, en fait, concrètement, qu'on peut acheter, ainsi de suite, qui parle du rhum et qui laisse ses produits. Et en plus, alors c'était ça qui est assez rigolo, c'est que finalement, les producteurs eux-mêmes avaient très peu de salons en congrès où ils se rencontraient. Oui, pour échanger entre eux, même sur les pratiques, sur ce qu'ils font. Donc, en fait, souvent, les contenus de remporteurs, naturellement, ils étaient retraduits par des producteurs pour dire « Ah, en fait, l'agricole, c'est ça, les gars. » En fait, on s'est trompé, ils n'en ont jamais goûté, les mecs savent pas trop ce que c'est. Putain, en fait, c'est super spécifique, c'est super intéressant. Et finalement, tu te dis, chacun ses styles et chacun est respectable. Alors qu'avant, t'allais d'une île à l'autre, tu disais, l'agricole, ça fait mal à la tête. Ah bon, t'en as déjà goûté? Ah non, ça fait mal à la tête. Alors, non, mais d'abord, il y avait des préjugés, même au sein des îles, même chez nous, dans les Antilles, tu peux avoir des préjugés. Et en fait, c'est ça, tu te dis, mais en fait, non, il y a très peu d'échanges entre les pays du rhum. Comme il y en avait peut-être peu avant entre les pays du vin, et c'est ça qu'il faut commencer à faire, petits échanges, et on a eu des dossiers qui étaient même traduits par l'association des producteurs de cachaça, qui disent c'est vachement bien, on commence à comprendre les différences, et en fait tu comprends encore plus ta spécificité quand tu connais celle de l'autre. Et donc tu comprends que le mot rhum, en fait, moi en fait je suis un rhum de Jamaïque, je suis un rhum de Guadeloupe, moi je suis un rhum de Venezuela. Et voilà, et on voit aujourd'hui toutes les appellations qui se créent, c'est ça, c'est de l'affirmation. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'évolutions et tout. Comment est-ce que, justement, toi qui es dans le milieu, comment est-ce que tu vois cette évolution par rapport au mode de consommation qu'on a nous en France, et surtout ce spectre de consommateurs qui s'agrandit de plus en plus. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose? Est-ce que c'est quelque chose qui au contraire peut nuire peut-être un petit peu à ce qui était fait avant ou machin? Comment est-ce que tu vois cette ouverture vraiment du marché qui explose, on peut le dire? Ça explose complètement ces dernières années. En fait, moi c'est ce que aujourd'hui on vit le second âge d'or du rhum. Ça, il faut se rendre compte que c'est la deuxième fois que le rhum a un succès tel, en pleine expansion en termes de diversité, de condage, ainsi de suite, avec tous les apports techniques d'aujourd'hui. Donc ça, c'est super. Plus avec tous les réseaux de distribution et les questions des consommateurs qui sont plus les mêmes. Donc ça, c'est un consommateur qui est beaucoup plus éclairé. Et peut-être même trop. Qui peut aller chercher des informations, qui arrive à avoir un point de vue critique et qui sait que déguster, c'est vraiment un exercice. C'est pas juste donner son avis, c'est un exercice. Les gens se posent la question du verre, de comment je goûte, comment ça va évoluer. Faut peut-être que je le regoute, que je le compare, que je prenne des notes. Ça c'est assez récent. Avant, on goûtait. Moi, je vois les anciens. Je travaille avec des gens qui ont aujourd'hui 80, 90 ans, qui ont fait ce marché-là. Eux, ils goûtent avec la langue. Les arômes, c'est secondaire. Nous, c'est le marketing du parfum, tout ça qui a changé ça, tu vois. Le vin, le parfum, tout est concentré sur le nez, on utilise des verres comme ça, ainsi de suite. Mais effectivement, avant, on regardait la bouche, c'était un aliment. Est-ce que c'était plutôt gras? Est-ce que c'était, à quel moment on va le prendre? Avec quoi on va le prendre? Est-ce que c'est avec un chocolat, avec un dessert? Au rhum, un truc comme ça, c'était ça, tu vois. Et l'association que tu pouvais en faire. C'était, avant, l'art de vivre, tout était mêlé. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très pointilliste, tu vois. Un peu, on a été très influencé par la cuisine japonaise et tout. En fait, c'est mettre l'ingrédient en avant. On met toujours un truc en avant. Et ça, c'est génial, parce que ça nous permet de nous projeter, comme je dis, très loin. Tu goûtes un truc, tu voyages à l'autre bout de la planète, quoi. Avant, on faisait de la cuisine. Tout était mélangé, c'était succulent. Mais là, c'est ça qui est intéressant. Finalement, c'est qu'on met en avant un élément
Et finalement, l'aromatique, la description est très importante. C'est pour ça que moi je dis, on est un peu dans le rhum, le vin des tropiques. Si ce n'est ce qu'il est déjà, c'est ce qu'il doit devenir quelque part. Les appellations, ça sert à ça. Renforcer ses spécificités, communiquer dessus. En fait, tu pourrais dire, ouais, je viens de Bordeaux, de Champagne, de Bourgogne, on fait les meilleurs vins du monde. Ouais, enfin, il y a quand même des trucs super en Italie, en Espagne, en Argentine, et puis après, bah, tu penses en Californie, en Nouvelle-Zélande, mince, ça commence à faire, il y a une dizaine de pays en moins très sérieux. Tu vas même aller en Hongrie, maintenant en Géorgie, ainsi de suite, tu redécouvres des trucs. Simplement redécouvres, parce que les vins, ils sont oui, ça, toujours. Et là, on se dit, wow, en fait, il y a 20, 30 pays extraordinaires. Et finalement, bah, tu relativises. Et en fait, tu dis, ouais, nous, c'est parce qu'on fait comme ça. Donc, on est différent. On a un autre travail du bois, la façon dont on travaille la vigne et tout et tout. Et ça, c'est important parce que dans le rhum, maintenant, on peut comprendre ça. C'est-à-dire qu'avant, le rhum, c'était le rhum. Il y avait le rhum cocktail et le rhum agricole qui était sec, qu'on buvait en petit punch, de temps en temps en rhum vieux avec un cigare. Ouais. Et c'était très basique. Et en fait, premier âge d'or du rhum, c'est seconde moitié, fin 19e siècle. Et sincèrement, on regarde les registres d'époque dans les ports français, hein, on a 1000 rhums différents. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui dans une boutique, là, à Paris ou ainsi de suite sur Internet, on avait du rhum mexicain ou du rhum australien. C'est fou ça. Il y avait qui arrivait par bateau. Empire colonial. Bah, toi, t'as déjà des colonies avec lesquelles tu travailles. Bah, moi, je vais me spécialiser sur ce qui n'est pas les colonies françaises finalement et aller chercher d'autres choses. Et en fait, il y avait 1000 rhums différents. On avait des rhums de plus de 30 ans d'âge millésimés. Hein. Incroyable. Et certifiés de Jamaïque et tout ça. Ça, c'est ce qu'on voit et c'est ce qui était vendu. C'est comme ça que même est arrivé Barbancourt. Barbancourt, il est venu à Paris, il vendait 50 000 bouteilles dans les cafés parisiens. À la fin du 1895. C'est ça, on peut le voir, on a les archives. Donc c'est pour ça. Et après, il y a eu des crises, le rhum, était un peu chamboulé, le prix, il était toujours dominé par le cognac, mais le whisky s'est internationalisé, c'est pas le cas, et rentré dans les échanges, et tout le monde s'est mis à boire du whisky. Donc c'est un alcool brun qui domine le monde aujourd'hui après le cognac. Et finalement, c'est ça aussi qui est intéressant, parce que maintenant, on voit de plus en plus de rhum, et des rhums secs, comme le whisky est sec. Ouais. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une compétition, évidemment. Le whisky, c'est énorme, c'est des milliards de bouteilles. Le rhum, c'est encore tout petit, ou alors les rhums vieux, c'est tout petit, les chefs sont encore petits, ainsi de suite. Mais là, il y a vraiment une acquisition de savoir-faire, de création de valeur, de spécificité, de goût, qui est énorme. Et l'avantage, c'est que le whisky a préparé le terrain. Donc en fait derrière il y a eu des accès privilégiés au marché du sucre, donc la destruction de l'industrie locale sucrière. Caroline en est un très bon exemple. Hein. Il reste encore ça, mais ailleurs il y a plein d'îles de la Caraïbe où il n'y a plus de canne à sucre, ou plus de production de sucre. Et donc derrière il a fallu changer plein de paramètres. En fait le monde du rhum a une énorme crise avec la décolonisation, avec toutes ces nouvelles compétitions. Il a fallu donc remettre ça en ordre. Aujourd'hui c'est bien parce que finalement les vétérans et les outils sont là. Il faut juste leur donner les moyens de les refaire, ces produits-là. Et ils ont l'opportunité peut-être qu'ils n'avaient pas avant, puisqu'effectivement, le marché ayant de plus en plus de consommateurs. C'est ça. Et étant aussi un panel de consommateurs très différents aussi, parce qu'on a celui qui veut du rhum arrangé, on a celui qui veut son rhum blanc, on a celui qui veut un truc fort, on a celui qui veut sa mélasse, on a celui qui veut le sucré, le machin. Donc ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est soit tu prends le côté vin, et tu te dis, waouh, il faut découvrir le monde. Carte postale. Au début, on vendait des cartes postales, tu vois, un rhum de chaque pays. T'as pas goûté la Colombie, le Paraguay. Là, t'arrives maintenant, il y a l'Afrique, il y a tout. Tu dis, mince, c'est un peu comme les Pokémon, à la fin, tu sais plus où tu t'arrêtes, tu vois. 151? Ouais, c'est pas mal, c'est un bon début. Mais il y a déjà au moins 80 pays qui en font. Et puis maintenant, on en fait ici en métropole, on en fait, je sais pas, au Danemark, en Écosse, en Angleterre, en Irlande, en Italie, en Autriche. Voilà, on va préparer un dossier sur les rhums. On va faire un dossier sur les rhums albums. Mais parce que c'est un vrai phénomène. Et on en fait partout. Et ça, c'est ça qui est complètement fou. Mais donc voilà, cette vision-là, elle est intéressante dans la dégustation et tout et tout. Et après, il y a aussi tout ce potentiel. Et finalement, le whisky qu'on remplace. Parce qu'en fait, le rhum, il a de quoi concurrencer du cognac ou des brandys ou des whiskies. Parce qu'il peut aussi aller sur ces gens-là qui veulent des choses peu ou pas sucrées, plutôt boisées, et avec un distillat qui a énormément de caractère. Et là, on se dit, il faut préparer ça. Ça se fait petit à petit.
il faut des investissements, il faut monter des chais, c'est énormément de savoir-faire et tout. Et ça, on le voit partout, c'est en train de monter en puissance. Et là, on a vraiment une explosion. Donc le nombre de consommateurs est en croissance, le nombre de marques et d'origine est en croissance, et ainsi de suite. Ce qui fait que finalement, ça reste encore, c'est assez tendu pour pas mal de gens, parce que nous, on est biaisés en France. On est le marché le plus divers et premiumisé au monde. Ouais. En fait, ce qu'on a chez nous, c'est le paradis des amateurs de rhum dans tous les autres pays du monde. Oui. Si tu vas au Japon, il y a 3 ou 4 bars et 1 ou 2 boutiques qui, effectivement, vont te surprendre. Sinon, ils sont 120 millions d'habitants et il y a 7000 super bars à cocktails dans le pays. Et non, finalement, ils vont rester que sur des marques et des trucs classiques. Et c'est ça. Nos amis canadiens, souvent, qui nous disent la chance que vous avez d'avoir cette diversité et c'est vrai, même les États-Unis, Les États-Unis, c'est un marché qui est finalement où il y a énormément de diaspora caribéenne, mais finalement, tu trouves pas tant de choses que ça. Tu retrouves que ce qu'on consomme dans les îles. Et les versions limitées, les haut de gamme, c'est pas encore ça. Nous, on est spécialisé là-dedans. On a une longueur d'avance. C'est ça qui est intéressant parce qu'on est le pays du cognac, on est le pays du vin, on est le pays de gastronomie aussi. Et finalement, on dit aux autres marchés, pays du whisky, faut le savoir, on est le plus gros consommateur de scotch au monde. Les Français. D'accord, ça je savais pas. Même pas par habitant, je parle juste en total. Donc en fait, on montre aussi qu'il y a quelque chose à faire autour du rhum, aux autres pays autour de nous, et on voit l'Italie marche très bien, l'Allemagne monte, la Suisse, le Benelux, et ainsi de suite. La Grande-Bretagne, ils sont à fond dans le Spice Tron, mais il y a un petit peu aussi des hauts de gamme, mais finalement le Spice Tron progresse très très vite, c'est 85% de la croissance. Ah ouais, d'accord, ok. C'est vraiment monstrueux. D'accord. Du coup, justement, comme tu viens de taper là-dedans, je parle un peu du fait maison. Le fait maison, on voit que les gens, ils adorent faire leur rhum arrangé à la maison, ce genre de choses. Et on a de toute façon les kits de brasseurs maison pour la bière depuis quelques années. On trouve ça chez Nature et Découverte, même au Cora. Voilà. Enfin voilà, on a vraiment plein de trucs. À la Fnac, ouais. On trouve même les trucs à la Fnac. Ouais, exact, c'est vrai. Et donc là, on a les micro-barriques, des petits fûts qu'on peut retrouver. Si vous suivez la chaîne, vous savez très bien que j'ai quelques tonneaux sur le bar et qu'on fait quelques expérimentations. Et puis en voici un exemple ici sur la table. Ce côté fait maison, tu penses que pour le marché français aujourd'hui, ça participe aussi à cette envie de plus de connaissances et du coup peut-être justement plus d'achats, plus d'implication dans les modes de consommation sur le rhum. Je pense que ça joue. Ouais, effectivement, c'était un bon parallèle que tu as fait avec la bière. Effectivement, tu peux essayer de faire une bière chez toi, tu te rends compte que quand tu as le bon équipement et le bon savoir-faire, c'est un art, c'est un artisanat et il y a de la maîtrise. Tu peux t'essayer à faire des trucs pas mal, mais ce qui est bien, c'est que ça t'apprends des choses, mais tu te rends compte que tu n'arriveras jamais au niveau des mêmes. Ça, c'est impossible. Et justement, je pense que c'est une bonne école parce que, c'est vrai que le rhum est relativement accessible en France. On peut acheter des cubis, des choses comme ça, qui sont pas très chers. Et en plus, nous, on a cette tonnellerie-là. Il y a très peu de pays qui font de la tonnellerie dans le monde, en réalité. Et nous, on fait même pas que de la tonnellerie de déco. En fait. C'est de la vraie tonnellerie, mais en petit format. Ça, c'est presque unique. Et ça, c'est super intéressant. Après, il faut aussi, évidemment, vous voyez, dans les bars ou autres, on faisait ces arrangés. Bon, là, il faut arriver à se dire, un arrangé, c'est pas juste une macération, c'est une recette. Il faut penser à cuisiner l'arrangé. On en a parlé là dans le portrait avec Malorum, c'est arranger et cuisiner. Si tu arrives à bien sélectionner le produit, tu peux simplement le faire. Mais après, derrière, si tu vas travailler tes sucres, ton sirop, comment tu cuisines et tout, les épices, tu les intègres, extraire et évoluer. Et une barrique, c'est pareil. Une barrique, c'est une matière première qui a été sélectionnée, séchée et puis cuite derrière. Si c'est pas cuit, ça donne juste un goût de bois. Qui a déjà la cuisson d'alambic, la cuisson des ingrédients, la cuisson du fût, c'est aussi ça qui permet de révéler tout le potentiel. Et je pense que c'est super intéressant. Et il faut essayer ça. Et effectivement, le do it yourself, le didacticiel, c'est super intéressant. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'en plus, on a du rhum blanc. Parce que dans le whisky, t'as pas le whisky blanc, et puis sinon, ce serait très cher. Là, tu peux t'amuser à faire ça. Puis en plus, comme tu l'as fait là, tu peux préparer le fût.
C'est ça qui est bien. T'as du vin, du Porto, un autre alcool avant, et puis tu vois l'influence que ça peut donner, et voilà, et là tu t'éclates, et puis t'échanges des échantillons, des bouteilles avec le pote. Tu peux grouper les achats aussi. On le voit de plus en plus. D'ailleurs, on a fait un petit dossier là-dessus sur la technique, dans Porter avec les petits conseils. Puis on va continuer à interviewer des gens, voilà, qui expérimentent des fois depuis des années et des années sur les microfus, et puis on donnera un peu les conseils des tonneliers, des trucs comme ça sur comment réutiliser derrière la barrique, parce qu'une barrique ça a une durée de vie. C'est pas bah oui, c'est. Donc ça, ouais. Non, ça peut avoir plusieurs vies. Ce que t'as fait là. Ouais, alors là, c'est le plus beau compliment que je puisse avoir, je pense, de France. On est le matin, donc on crache, on est professionnel, mais c'est bon. Ouais. Et comme tu disais, il y en a qui les utilisent en déco, et c'est vrai que c'est aussi, moi sur le bar c'est joli quoi. Tu mets ton petit fût, ton machin, et puis c'est français. C'est fait chez nous, c'est fait chez nous. On a un savoir-faire en France, on a un savoir-faire magnifique sur plein de trucs. Et regarde, ça nous permet de parler à des gens qui suivent le rhum, goûter des belles eaux de vie de fruits. Ouais. Moi, quand j'entraîne les sommeliers, c'est ce qu'on fait. Hein. Les sommeliers, en fait, quand ils s'entraînent sur les eaux de vie, les spiritueux en général pour les compétitions internationales. En fait, c'est vrai qu'on a énormément d'entraînement sur les eaux de vie de fruits. D'accord. Parce qu'en fait, ça permet de bien comprendre quel est l'arôme de ce fruit-là et ses nuances à fort degré. Ça n'a rien à voir avec le vin. Et donc, en fait, on goûte énormément d'eau de vie de fruits d'Alsace, de Lorraine et ainsi de suite, puisqu'il y en a des dizaines à goûter. Et puis, c'est un patrimoine français qui est extraordinaire. Et ça, voilà, on a cette chance-là. Donc, il faut parler de tous les spiritueux. Exact. On n'est pas que sur le rhum. Là, pour le coup, le nez, on est très sur la couleur. Le nez, de toute façon, tout le monde se fait avoir. Tout le monde se fait avoir sur celui-ci. C'est juste les agrumes qui sont pas logiques. Ouais, oui, parce que là, tu dis, attends, t'as mis des oranges dans ton... Enfin, t'es un peu bizarre. C'est Papy, il a fait un truc bizarre. Ouais, Papy, il avait mis des zestes dans la lambique. Yes. Bon, écoute, merci beaucoup, Alexandre. Très cool d'avoir pu échanger avec toi. Je pense que vous aussi, vous avez... à mon avis, profiter. Je pense qu'on aurait pu parler des heures et des heures, mais on va essayer de condenser quand même, parce que faut pas non plus... Enfin, voilà. On a tous nos petites choses. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être venu. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas plus haut que le rhum.